Bonjour, je suis Mathieu Delzy, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly et je vous retrouve pour un nouveau numéro d'En tête à tête avec un chef-d'œuvre au sein du Salon d'Orléans, la salle de porcelaine de Chantilly du musée Condé. C'est la plus grande collection de Chantilly conservée au monde et ce numéro est aussi l'occasion de faire un petit clin d'œil à la grande exposition temporaire La Fabrique de l'extravagance, porcelaine de Meissen et de Chantilly, qui a ouvert début septembre et qui sera prolongée jusqu'au 28 mars 2021. Alors, la manufacture de Chantilly est une des premières en France, en tout cas une des plus grandes dans la première moitié du XVIIIe siècle. Elle a été fondée sous l'égide d'un grand prince, Louis-Henri, prince de Condé, premier ministre de Louis XV, qui était un amateur, un fanatique de porcelaine asiatique notamment, qu'il importait à grand prix. Et ce prince a voulu avoir sa propre manufacture de porcelaine. Il a fait appel à un porcelainier qui venait de Saint-Cloud, qui s'appelait Siquer-Siroux, et à partir des années 1725-1730, une manufacture a été fondée à Chantilly, d'abord dans les soubassements du Grand Château, quasiment sous nos pieds, puis dans la ville de Chantilly, où une manufacture a été fondée et a perduré jusqu'en 1870. Alors la particularité de la porcelaine de Chantilly, c'est que c'est une porcelaine tendre. Et l'autre particularité, dans la première moitié du XVIIIe siècle, c'est que cette manufacture va s'inspirer du Japon en prenant un style qu'on appelle kakémon. Et c'est ce qu'on va voir avec les pièces qui sont ici dans ces vitrines, avec ces pièces donc, des années 1730, 1735, donc finalement en pleine gloire du rocaille en France. Vous avez ces pièces qui s'inspirent du Japon, notamment de la porcelaine japonaise, qu'on appelle de style kakémon, qui laisse une grande part au blanc, à la couleur blanche, la translucidité du blanc. Avec ce blanc ici, pour la porcelaine de Chantilly, qui est due à une couverte, un émail en quelque sorte, stannifère, donc avec de l'étain, qui permet de rendre cette blancheur, mais une blancheur qui est un peu onctueuse, qui est un peu crémeuse. On n'est pas à Chantilly par hasard. Et cette blancheur un peu onctueuse est due au fait qu'il n'y a pas de kaolin dans cette porcelaine. C'est-à-dire que ce n'est pas une porcelaine dure, telle qu'on en aura en France, autour de Limoges, à partir de la fin des années 1760. Donc, vous êtes face à cette porcelaine tendre, extrêmement précieuse, et notamment si on regarde cette petite écuelle avec une prise en forme de fruit extraordinaire, vous avez tous ces motifs stylisés, un peu dissymétriques, vraiment inspirés du Japon, avec ces végétaux asiatiques, ces petits insectes ici. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est la marque de la porcelaine de Chantilly, qui est un corps de chasse. Évidemment, la chasse est un des loisirs préférés des princes ici, dans la forêt giboyeuse de Chantilly. Et cette marque a posé quasiment systématiquement sur les pièces en porcelaine de Chantilly, permettent évidemment de signifier l'appartenance et la provenance de ces pièces qui pouvaient être vendues sur le marché à tout à chacun. Alors ici, cette écuelle pouvait servir par exemple au bouillon du matin. On est aussi dans des pièces qui peuvent être décoratives, comme ce pot pourri juste à côté, mais qui pouvaient être aussi d'usage, comme cette écuelle, comme ce rafraîchissoir à bouteille, comme évidemment aussi tous les services à thé, à café, à chocolat. On est dans cette période où on va découvrir ces nouveaux produits et on va avoir des pièces, notamment de porcelaine, qui vont être adaptées à ces nouveaux usages. Alors, au milieu du XVIIIe siècle, la mort de Siquer-Siroux, le changement de goût, va provoquer une petite révolution dans la manufacture de Chantilly, où les porcelainiers ne vont plus du tout être inspirés par le Japon, par la porcelaine kakémon, mais plutôt vont regarder du côté de la France, de l'Europe, du goût rocaille, vont regarder aussi du côté de la manufacture de Sèvres et vont développer d'autres décors, d'autres formes plus conformes à ce qu'on trouve ici en France. Et ça va être le cas par exemple pour un service extraordinaire qui va être produit entre les années 1755 et 1782, notamment pour le comte des princes de Condé. C'est le service mosaïqué, ici, qui s'inspire clairement de la manufacture de Vincennes-Sèvres, avec ces mosaïques, avec ces cartouches ici renfermant des fleurs, notamment ici des roses, avec cet or extrêmement précieux. On est face ici à deux rafraîchissoirs à bouteilles, assez extraordinaire, avec toujours la marque de Chantilly, ici en bleu, avec la lettre P
C'est la lettre de la marque, lettre marque du peintre qui a peint ce rafraîchissoir. Et puis la lettre C en or avec 1786, qui est la date de confection de ce rafraîchissoir, c'est la marque du doreur. Évidemment, il y a un certain nombre d'ouvriers et d'artistes qui, pour chacune de ces pièces, sont à l'œuvre. Alors, dans ce ou ces services, il y en avait plusieurs, et en effet, parfois réservés aux princes, aux princesses, on a cette superbe assiette, toujours mosaïquée, mais où vous avez ici l'illustration d'une des fables de La Fontaine. C'est le corbeau et le renard. Et vous voyez dans le bec du corbeau le fameux fromage de la fable. Et puis tout autour, sur le marly, vous avez un certain nombre d'oiseaux qui montrent aussi la vogue pour la classification des animaux, pour l'ornithologie. On est à l'époque de Buffon, hein, notamment. Mais très vite, et ça va être un peu une des difficultés, mais peut-être aussi une des chances de la manufacture de Chantilly dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le privilège de créer des pièces en porcelaine qui soient peintes en couleur et dorées va être réservé à la manufacture de Sèvres. Et donc à Chantilly, à de très rares exceptions près, c'est le cas par exemple de ce service ici qui était réservé au prince de Condé, on va créer des pièces et des services en blanc et en bleu. Et avec des services qui vont être un peu moins chers que ceux de Sèvres, donc plus abordables. Et Chantilly va se faire une spécialité de ces services de table, hein, c'est aussi un des clins d'œil à cette période des fêtes, en créant des grands services avec beaucoup d'assiettes, hein, c'était assez compliqué de créer autant d'assiettes, des services pour tout à chacun, mais aussi pour un certain nombre de grands personnages. C'est le cas ici par exemple pour le service du château de Villers-Cotterêts, qui était réservé au duc d'Orléans. Et puis juste ici, au-dessus, le service de la ménagerie, qui était réservé au prince de Condé, dont vous avez là les armes ici, avec la petite brisure des Condés. Donc vous avez des rafraîchissoirs à verre, comme ici, des rafraîchissoirs à bouteilles, un certain nombre d'assiettes, évidemment aussi des petites tasses à café, à thé, à chocolat, toujours marquées. Et puis ce qui est intéressant, c'est que parfois vous avez la destination qui est notée, notamment ménagerie. Il faut savoir qu'il y avait une grande ménagerie à Chantilly, de l'autre côté du Grand Canal, qui va faire l'objet d'une grande exposition l'année prochaine, en 2021, dans le cabinet des livres. Et cette ménagerie a abrité notamment une laiterie où a pu être produite la fameuse crème Chantilly. C'est dans ces années 1780 qu'on a une des premières attestations vraiment assurée et certifiée de la dégustation d'une fameuse crème onctueuse et légère et vanillée ici à Chantilly. Et on peut imaginer que ce service était utilisé dans la laiterie de la ménagerie des Princes, notamment pour déguster la crème Chantilly. Donc c'est une production extrêmement charmante, extrêmement importante, qui va souffrir de la Révolution, qui va vivoter au XIXe siècle. Et aujourd'hui, eh bien, elle a disparu, mais nous pouvons admirer au sein du musée Condé de Chantilly toutes ces réalisations, et puis notamment également dans la grande exposition temporaire qui a lieu en ce moment et qui va durer jusqu'au 28 mars 2021. À bientôt.